Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme toutes les semaines, donc, je fais des vidéos pour donner édifier sur les études en Allemagne. Donc, ce matin, j'ai pour vous un nouvel invité donc, de classe. Il s'appelle Herman. Donc, je vais passer la parole tout à l'heure pour que vous sachiez un peu son parcours et qu'il donne aussi quelques astuces en ce qui vous concerne. Donc, bonjour Herman et Bonjour Franklin. bienvenue dans cette, d'avoir accepté l'invitation d'abord et Merci pour l'invitation. ouais, donc d'avoir accepté de venir donner quelques conseils à tes petits frères qui te regardent. Avec plaisir. Donc, déjà pour commencer, je vais demander que tu te présentes et que tu donnes en bref partie peut-être ce que tu as fait jusqu'ici dans ton parcours du Cameroun jusqu'en Allemagne. Donc en fait, c'est toujours un peu compliqué pour moi de me présenter parce que je me retrouve toujours en train de faire deux phrases et bon, apparemment il faudrait que je raconte un peu plus et ça devient un peu compliqué. Mais bon, en fait je suis Herman Kana comme tu l'as si bien dit. Déjà merci pour l'invitation, je profite de la parenthèse. J'arrive en Allemagne, je crois fin 2009, je pense. Okay. Ça fait environ 10 ans. Et j'arrive comme tout jeune Camerounais pour faire des études en fait, quoi. Donc j'ai commencé par des cours de langue, ça m'a pris 1 an comme d'habitude environ. Ensuite j'ai un peu jobé avant de commencer les études. Donc je commence en fait des études je crois vers 2010, début 2010 je crois, enfin je m'en souviens plus très bien mais c'était à l'époque à Bielefeld et j'ai fait dans la biotechnologie moléculaire. Okay. Et c'est une filière, ça c'est peut-être le premier problème que j'ai rencontré, c'est une filière que très peu de Camerounais font. En fait, je connaissais pratiquement personne qui faisait la filière, quoi, mais c'est la filière avec laquelle j'avais obtenu la prescription à l'époque quand j'arrivais en Allemagne, quoi. Donc je me suis dit, bah, pourquoi ne pas rester tranquillement dans la filière. C'est un peu comme ça. Mais sinon, après Bielefeld, je suis allé à Aachen à l'université, la RWTH, c'est son nom. C'est là que j'ai fait le master et ensuite, voilà, 6 mois plus tard ou environ 1 an plus tard, je crois, j'ai trouvé un travail. Donc, c'est ce qui m'emmène dans le sud. Dans le sud. Ouais. Ok, donc c'est bien. Ça veut dire que déjà, peut-être sans te couper, je veux justement qu'on revienne un peu plus en détail dans l'obtention de quel bac pour faire biomoléculaire. Biotechnologie moléculaire, ok. Exactement. Donc c'est vraiment nouveau. Moi-même, c'est nouveau, quoi. Je n'ai pas encore entendu cette filière. Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir une prescription? J'ai un bac C, bac D? J'ai un bac D, en fait. J'ai un bac D et en fait, le truc, c'est que déjà au Cameroun, juste après mon bac, j'ai commencé des études en fait. Donc j'ai étudié à l'université de Caen. Okay. Et à l'université de Caen, tu n'as pas beaucoup de choix en fait. Quand tu as un bac B, un bac D, généralement les gens se retrouvent en train de faire soit économie, et je voulais pas faire d'économie, soit les sciences naturelles. Et ces sciences naturelles, on te dit c'est un gros bouquet et c'est très général en fait. Donc moi j'ai pris la spécialisation à l'époque physiologie animale. Et ça me calait un peu dans la biologie en fait. Du coup, quand j'arrive en Allemagne, je suis déjà un peu avancé dans le choix. Mon système était déjà assez formaté dans la bio, tout ce qui est bio. Ce qui fait que je trouvais ça très difficile de m'intégrer encore dans une autre filière qui n'avait rien à voir avec la biologie. Et c'est comme ça que pour m'assurer que le visa passe tranquillement, j'ai obtenu une prescription, ou bien j'ai demandé une prescription en biotechnologie moléculaire. Donc c'est comme ça que j'arrive en Allemagne et que je décide de rester dans la biotechnologie moléculaire. Ok, wow, cool. Et maintenant la biotechnologie moléculaire, c'est beaucoup plus, c'est pour les êtres vivants en général, ou ce n'est que animal, qu'est-ce qu'on fait exactement biotechnologie moléculaire? C'est un domaine. Quelle partie des êtres? C'est très vaste, c'est très vaste comme domaine parce que quand tu commences dans la biotechnologie moléculaire, tu as le choix entre la spécialisation dans la biologie, bien sûr biotechnologie moléculaire végétale ou bien animale. Maintenant, je vais parler uniquement de la spécialisation animale parce que c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans la spécialisation végétale. Mais quand tu te retrouves dans la spécialisation animale, tu peux soit faire dans la pharmacie, soit dans la recherche, soit dans la, comment on dit,
la fabrication, le design de tout ce qui est moléculaire, ce qui n'est pas naturel, tout ce qui est moléculaire mais pas naturel. En fait. Donc tu construis des molécules en fait. Par exemple, je crois les silicones avec lesquels on fait des faux seins ou bien des fausses fesses et tout ça là, c'est les biotechnologues qui développent ça en fait. Ouais, donc c'est la médecine plastique. Non, pas médecine plastique. Bon, disons que les médecins plastiques utilisent le matériel, donc vous avez un peu pour prendre juste un exemple comme ça. Mais sinon, moi, ma spécialisation à l'époque, c'était dans la pharmacie. Donc, je voulais, par exemple, la production de pénicilline. Ça passe par le laboratoire, en fait. On s'est produit par... On cultive une cellule qui c'est une levure. Et c'est cette levure-là qui produit la pénicilline. Et c'est par des procédés biopharmaceutiques, biotechnologiques qu'on extrait cette pénicilline-là et qu'on la transforme en tube pénicilline qu'on connaît, qu'on vend sur le marché. Donc c'est un peu ça, c'est la biotechnologie en fait. Ok, non, merci de cet éclaircissement. Moi, je ne suis pas de ce domaine et je pense que vous aussi, vous n'êtes pas, peut-être pas entièrement. Non, c'était bien que tu puisses. Bon, comment tu arrives donc, avec le bac D, peut-être pour finir avec le côté du Cameroun, j'avais une question encore. Pour le bac D, en fait, donc, vous savez, quand tu finis ton bac D, et déjà par rapport aux études que tu as fait à Tchang, donc c'est beaucoup plus ça que tu avais à orienter. Quoi. Donc au niveau de la choix du filet, je n'avais pas trop de... Je n'ai pas trop réfléchi là-dessus en fait. Et le visa, et pour l'obtention du visa, c'était pas un problème aussi? L'obtention de mon visa a été un peu, comment on dit, spécial parce que, comme j'ai dit, en fait, je quitte le Cameroun avec un bachelor déjà en poche, quoi. Donc, tu avais fini la licence? J'avais commencé une licence, j'avais commencé un master. Et le master était pratiquement en phase terminale. Donc en fait, quand j'arrive en Allemagne, je suis censé venir faire un master ou bien recommencer en master. Sauf que l'université de Bielefeld, dans laquelle j'ai obtenu la prescription, n'offrait pas ce genre de prescription. En fait, puisque je n'avais pas d'écoute, je n'avais pas le niveau de langue requis, je n'avais que le ZIDAF, le certificat le B1. Il fallait donc absolument qu'on me donne d'abord une prescription en cours de langue avant, si elle est validée, de me donner l'admission même dans la faculté de biotechnologie. Donc en fait, j'arrive à l'époque avec une sorte de garantie écrite par l'université que je vais intégrer l'université, le cours de master, si je passe des cours de langue. Donc c'est un peu comme ça. Et il a fallu beaucoup batailler parce que l'ambassade ne comprenait pas ça en fait. C'était pas un système qui connaissait soit la prescription normale, soit une vraie prescription. Et puis du coup c'était très compliqué pour moi, quoi. Il a fallu que j'écrive à l'université et que l'université envoie un fax express à l'ambassade pour que mon visa soit délivré. C'est un peu comme ça que ça s'est passé chez moi. Et voilà, maintenant tu arrives en Allemagne, tu as un bachelor en poche, donc de l'université de Tchang, mais tu décides quand même de refaire le bachelor. Je n'ai pas décidé de refaire le bachelor. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'arrive, moi, enfin, comme j'ai dit, le processus prévoyait que juste après les cours de langue, directement je commence au master. Sauf que je n'avais pas prévu qu'il y avait une autre sélection. En fait, le cours de langue, la faculté qui me délivre cette garantie-là n'a rien à voir avec la faculté. Donc, disons, le bureau de cours de langue qui me délivre cette garantie-là n'a rien à voir avec la faculté de biotechnologie. Il ne cause pas avec la faculté de biotechnologie. Donc, quand j'arrive, et moi, je n'étais pas au courant de ça. Donc, j'arrive, je finis mes cours de langue tranquillement, fièrement. Je vais à la faculté. Je retourne d'abord au bureau de cours de langue. Je dis, bon voilà, j'ai fini mes cours de langue. Je veux commencer mon master. On me dit, ah non, ici, on ne délivre pas les prescriptions au master. Il faut aller dans ta faculté. C'est là que je vais dans ma faculté, tout content. J'arrive à la faculté. La faculté ne me connaît même pas d'abord. Ils ne connaissent même pas mon dossier. Voilà, je commence à m'étonner, je dis, il se passe quoi? Et je dis, voilà, c'est pas grave si vous ne me connaissez pas, enregistrez-moi. Moi, je commençais mon master. On me dit, voilà, oui, on a regardé tes notes, même si tu étais parmi les meilleurs dans ton université, quand on calcule tes notes dans le système allemand, reconversion, quoi. Quand on reconvertit tes notes, tu es très loin derrière et il y a beaucoup de Chinois qui sont là et ils sont beaucoup plus loin que toi, beaucoup meilleurs que toi, en fait, sur le plan noté. C'est comme ça qu'on m'a recalé, on m'a dit, voilà, on te propose deux choses. Soit on t'intègre dans la faculté, mais à un niveau inférieur, troisième semestre à peu près, ou bien tu changes d'université et on annule ta prescription. Moi, j'étais dos au mur et
c'est comme ça que je suis pratiquement tout reprend à zéro, quoi. Ok, donc c'est ce qui s'est passé en fait. Justement, je pense que le problème avec les reconversions. Exactement. Parce que même quand tu prends l'examen avec le baccalauréat par exemple, quand tu viens avec ton baccalauréat et que tu veux étudier à la Fachhochschule par exemple, tu envoies pour le sud, pour le Baden-Württemberg c'est à Constance, tu envoies et ils te disent te livrent un truc comme Drei, pour un baccalauréat peut-être qui est presque 13 de moyenne, pour eux c'est Drei quoi. Et pourtant tu as c'est rien du tout, alors qu'en fait en réalité c'est énorme, c'est énorme ce que tu as fait. Non, parfois c'est pour ça que je connais parfois ça. Bon, maintenant pour les gens de circonstances là, est-ce que si quelqu'un peut-être vient du Cameroun et qui veut faire peut-être biotechnologie, qui est dans les mêmes circonstances que toi, est-ce qu'il y a une possibilité de faire autrement? Bon, en fait, il n'y a pas trop le choix. Je me suis rendu compte, mais un peu tard, qu'il y a des universités dans lesquelles c'était possible de commencer en master. Donc après la langue, tu aurais pu te repostuler. Justement, mais là, déjà, j'avais personne pour me donner l'information. Parce que comme je t'ai dit, j'arrive, je me rends compte que je suis le seul Camerounais de la ville à faire ça. Il y avait un autre, mais il était à un niveau un peu plus bas que moi, donc il ne pouvait pas m'aider. Et du coup, le manque d'informations, j'ai beaucoup fouillé sur Internet, mais je n'ai rien trouvé en fait. C'est plus tard, des années après, que je cause avec des grands frères, ils me disent non, voilà, tu aurais pu aller à Ilmenau, je crois qu'on m'a dit Ilmenau, qui fait ça facilement. Et il y a aussi Clausthal, Paderborn dans une certaine mesure, et peut-être aussi un peu Aachen. Aachen, c'est un peu serré, mais ils offraient à l'époque en tout cas la possibilité d'entrer dans la faculté par étude de dossier. Donc pas forcément sur le plan d'un autre, on voit ta compétence, ce que tu fais faire, ce que tu peux faire. Mais là maintenant, si tu as quelqu'un que note, bon, c'est vrai que la note est importante, mais c'est pas décisif. C'est pas décisif en fait. Donc c'est ce que je conseillerais en fait. Mais hormis le côté, je sais pas, côté admission dans l'université, ce que je proposerais, si quelqu'un va absolument faire biotechnologie, c'est que soit tu quittes le Cameroun immédiatement après ton bac, tu viens commencer la biotechnologie, ou bien tu fais ton bachelor et tu t'assures d'obtenir vraiment une inscription de master ici, ou bien tu fais ton master au Cameroun et ensuite tu viens ici faire un doctorat. Ça, c'est les trois possibilités que je proposerais. Quoi. Okay. Donc c'est un peu ça. Parce que, mais en ce qui me concerne, je préconiserais beaucoup plus la première possibilité. Donc tu quittes le Cameroun immédiatement après ton baccalauréat, parce que moi, j'ai eu un gros choc technique. C'est vrai que j'avais déjà une maîtrise au Cameroun, je me disais que je suis fort, je suis parmi les plus forts. J'arrive ici, on me met dans le laboratoire, je ne reconnais aucun appareil. Rien du tout. Pourtant, des enfants qui venaient de passer le bac et qui avaient la possibilité de faire ces travaux pratiques-là avec le matériel approprié, pour eux, c'était un jeu d'enfant, quoi. Moi, j'étais là, j'avais déjà un bac plus 4 et puis j'arrivais à rien faire. Je ne pouvais même pas tenir une pipette et puis, bon, voilà, quoi. Donc, c'était une sorte de perte de temps. Enfin, moi, j'ai considéré ça comme une perte de temps au Cameroun. Donc c'est un peu ça, quoi. Ouais, donc en fait c'est comme Eman l'a dit, donc il y a la question information beaucoup, parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilités. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de possibilités. Vous avez cette chaîne qui est nouvellement créée, donc vous pouvez laisser les questions là-dessus, ou même si n'importe quelle vidéo, c'est une question que avant de commencer les études, peut-être si vous avez des problèmes d'orientation, vous pouvez poser des questions, on verra comment vous apporter des idées là-dessus, parce que seulement au niveau de l'information, ça peut te faire gagner peut-être 3 ans sur ton temps que tu vas effectuer en Allemagne. Bon, maintenant, pour revenir à toi, Eman, maintenant tu arrives à Bielefeld, tu choisis dans l'option B, qui est de prendre les 3, en fait, commencer le 3e semestre et tout, mais après tu quittes quand même pour aller à RTV. Ouais. Donc tu finis ton bachelor là-bas à Bielefeld, avant de faire le master à l'université de Aachen. Ok. Et ça s'est bien passé, Bielefeld sur le même état NRV. Ouais, à Aachen, c'était pas compliqué. C'était pas très compliqué, ça n'a pas été compliqué pour moi à Aachen, parce que à Aachen, pour entrer à Aachen, j'ai fait valoir tout le parcours que j'ai fait au Cameroun. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'études de dossier. Donc je suis arrivé à Aachen, j'ai dit bon voilà, j'ai fini avec Bielefeld. C'est vrai que au début, avec les difficultés que j'ai eu beaucoup de Drei, quelques filles et tout ça, donc à Aachen il faut vraiment être costaud pour intégrer Aachen, quoi. Donc quand j'arrive à Aachen, je leur dis bon voilà, c'est vrai que je n'ai pas Heinz comme quelque chose, j'espère que ça se comprend, mais j'ai une bonne note quand même
pour un étranger. Et en plus de ça, j'ai un autre diplôme déjà que j'ai fait. J'ai une autre formation au Cameroun, donc je pense être quand même capable d'intégrer. Ils m'ont fait une étude de dossier et c'est pas pratiquement une décision du recteur à l'époque qui m'a permis d'intégrer, quoi. Parce que bon, il y a un premier verdict qui est sorti. Il n'était pas négatif, il était positif, mais il me positionnait à un niveau qui me plaisait pas, en fait. C'était une sorte de prescription, mais avec des conditions. Il a fallu que j'écrive au recteur et que je me plaigne chez le recteur dans une lettre de 2 pages pour que le recteur dépêche en fait la faculté des étrangers. Qu'est-ce qui se passe? Essayer de gérer ça pour que c'est pas délibération en fait que j'entre à... Donc vous voyez en fait que c'est super ce que tu dis là, parce que c'est parfois comme il dit en Allemagne, il faut se bouger à la sauce, quoi. Je pense que les contacts du recteur, généralement c'est officiel sur la page de l'université. Donc n'ayez pas peur que machin truc, c'est pas comme au Cameroun en fait, parce que les recteurs ils lisent les emails, donc ils ont un temps pour ça, ils sont vraiment sérieux. N'ayez pas peur, parce que bon, ils n'étaient pas encore à l'université, donc tu peux pas encore aller dans ces heures d'ouverture au bureau, tu es obligé de contacter par email. Et une fois que tu es à l'université, tu peux aller simplement aller parler, quoi. Parfois ça c'était une lettre comme ça. C'était une lettre pas poste. Donc j'ai signé et j'ai envoyé par la poste. Voilà, donc une lettre, c'est encore super, parce que la poste, ça arrive comme courrier fermé, donc il est obligé d'ouvrir et jeter un coup d'œil dessus. Donc ça a marché et tu as obtenu. Maintenant en termes de... sur le côté maintenant technique, bon, c'est quand même qu'après y avoir un bachelor quand même à Akren, je veux dire à Tchang quand même, que ça veut dire théoriquement quand même j'étais quand même... théoriquement j'étais imbattable. J'étais imbattable. J'étais quand même bien, venant du pays, on t'avait bien appuyé au pays que tu étais là. Donc je pense qu'avec ça maintenant, ça t'a quand même apporté un plus pour les études ici. Ouais, forcément. Ça m'a en fait, parce que déjà au Cameroun, j'avais déjà ce mindset d'étudiant là, donc ça m'a permis déjà d'entrer dans le contexte étudiant, de savoir ce qu'est les difficultés d'étudiant. Donc mon intégration sur le plan, je vais dire personnel, n'a pas été très compliquée quand je suis arrivé en Allemagne. C'est surtout le plan technique et le plan académique, pratique. Parce que justement, le gros problème que j'ai eu en plus de tout ce que j'ai raconté, c'est le changement de système universitaire. Au Cameroun, c'est le système, il est pratiquement calqué sur le système français. Pourtant, en Allemagne, c'est le système anglo-saxon. Et moi, j'étais pas au courant, en fait. J'étais pas au courant. Au Cameroun, on t'apprend à faxer, pour parler terre, en fait, t'apprends à faxer. Donc, tu n'apprends, et puis tu rédiges tout à la main, et tu dois tout retenir en fait pour aller à l'examen. Pourtant, tu essaies un truc comme ça, en Allemagne, on te sort un coup de 200 pages, 400 pages, parfois, tu n'as aucune chance de tout retenir. Donc, c'est des choses que je ne savais pas en fait. Moi, au Cameroun, j'étais parmi les meilleurs, toujours parmi les 3 meilleurs. Je suis venu avec une sorte de self-confidence, que je suis fort, voilà, je vais cartonner, c'est pas compliqué. Et j'arrive, un semestre, 2 semestres, je suis au fond en fait. Parce que justement, je suis venu avec ma façon de travailler camerounaise et j'ai essayé de la calquer sur le système allemand et c'est une grosse erreur. C'est une costaud d'erreur. Et il m'a fallu 4 ans sur le bachelor pour comprendre ce système. Ce qui fait que quand je change d'université et que j'arrive à Aachen, j'ai décollé en fait. C'est vraiment aller très vite, à une vitesse fulgurante parce que je maîtrisais déjà en fait, comment ça fonctionne. Et justement, j'ai eu ce problème parce que j'ai étudié au Cameroun d'abord dans un système avant d'arriver ici. C'est pour ça que je conseille de quitter le Cameroun après le bac si on a l'intention si on a aussi les possibilités. Justement, si on a aussi la possibilité de quitter le Cameroun après le bac directement, c'est le meilleur moment en fait. Non, c'est super. Donc, je pense que pour la première rubrique de l'interview, c'est une bonne chose. Donc, on va commencer dans la deuxième rubrique dans ce qui concerne je dirais, le côté maintenant vie en Allemagne, quoi. Donc, comment ça s'est passé je dirais peut-être comment tu as géré si tu es venu à la caution, que ça s'est passé comment. Donc quand tu es en Allemagne, tu avais une caution, je suppose. Ouais, j'avais une caution. Bon, maintenant comment comment tu as géré, parce que Bielefeld, je ne connais pas trop la ville à l'époque. Est-ce qu'il y avait tu as fait les jobs et comment tu faisais pour suivre après que la caution soit terminée, quoi. Heureusement, avant que ma caution ne finisse, j'ai travaillé un peu.
J'ai travaillé un peu, mais avant de commencer même. Justement, mais à Bielefeld, j'arrive à Bielefeld uniquement pour les études. J'étais à Münster à l'époque. C'est à Münster que j'ai atterri en Allemagne, je peux dire ça comme ça, parce que j'avais un cousin et c'est lui qui m'a accueilli et tout ça. Mais sinon, je savais que je m'en vais à Bielefeld, quoi. Mais j'ai fait les cours de langue à Bielefeld. Je suis rentré à Münster, j'ai travaillé un peu, je crois 2 mois avant les études, je suis revenu et ça m'a permis d'épargner un peu et puis de prendre un peu, de commencer les études en fait, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais Bielefeld en soi, c'est une ville un peu difficile. Surtout à l'époque, c'était un peu difficile parce que déjà, j'arrive à Bielefeld. À cette époque-là, l'école était encore payée. Ils ont payé dans le nord. Justement, c'était pas gratuit. Du coup, les étudiants, ceux des Camerounais que tu rencontrais là, c'est des gars qui venaient juste pour les cours de langue. Après, ils disparaissaient. Donc, j'arrive à Bielefeld, j'ai tapé 2 semaines, je pouvais faire 2 semaines sans rencontrer un seul noir en Bielefeld, donc je me sentais déjà quand même assez seul. C'est peu après que je me rends compte qu'il y a une petite communauté camerounaise sur place, mais qui était très petite. On était peut-être 5 personnes comme ça, c'était vraiment petit, quoi. Mais ça permettait quand même de commencer à socialiser, à chercher des contacts, à se renseigner sur comment se passe ceci, cela. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est quand les frais d'université ont été abolis dans le Nord-Westphal que les Camerounais ont commencé à arriver et que la communauté a grandi et voilà, quoi. Donc et les réseaux augmentaient aussi, voilà. Et comment tu faisais? Tu payais les frais là? Bon, parce qu'il y avait les moyens de se befrayer, non? Le premier semestre, j'ai payé. Ah, tu savais pas? Je savais pas, justement. Le premier semestre, j'ai payé, c'était 550 €. Ouais, et j'ai eu tellement mal. Mais après, dans les commentaires, je rencontre la communauté camerounaise. Ils me disent, ah non, voilà, il fallait pas payer. Il y a un moyen de jongler et tout ça. Il faut aller, je crois qu'il faut aller à la Asta. Et c'est à la Asta que tu déclares que non, voilà, tu as beaucoup de problèmes. Beaucoup d'enfants, beaucoup de familles élevées, quoi. Donc, exactement, et que tu n'as pas de travail, tu n'as pas suffisamment de rentrée pour te prendre en charge toi-même. Donc c'est comme ça que je lève. C'est ce que j'ai fait au 2e et au 3e semestre. C'est ce qu'ils abolissent, quoi. Jusqu'à ce qu'ils ont aboli au 4e semestre. Au 4e semestre. Donc en fait, c'est peut-être pour emboîter sur le pas, c'est ce que je dis tout le temps ici, qu'il faudrait vraiment aller vers les informations. Et c'est même ce pourquoi j'ai créé la chaîne, parce que il y avait ce manque-là. Moi, j'ai subi ça quand j'ai commencé en 2011, c'était payé en 2011, mais j'étais quelqu'un de très éveillé. Je n'ai pas payé parce que je suis allé quand même dire que c'est possible quand même qu'on tourne quelque part. Je suis allé me renseigner à la source. J'étais allé au secrétariat. Ils m'ont dit voilà, si vous êtes d'une famille plus de 3 personnes, vous ne payez pas, quoi. Donc je suis allé, ils ont dit bon, qu'est-ce qu'il faut prouver pour cela? Ils m'ont dit apporte seulement les actes de naissance de tes frères et tout, les frères et sœurs. Et je l'ai fait. Et c'est comme ça que je n'ai jamais payé. Ouais. Donc le premier semestre, en fait, je l'ai fait et le deuxième semestre, on a aboli dans l'état de pauvreté. Maintenant, ils ont remis. Donc, maintenant, ils ont remis 5 ans après. Et chance, Dieu merci, j'avais fini mes études, quoi. Donc j'ai eu la chance. Mais c'était en fait ça. C'est pour dire en fait qu'il faut toujours aller vers les informations. Donc, comme la vidéo ici que vous regardez, c'est aussi une source d'information pour savoir que bon, voilà, ceci existe, ceci n'existe pas. Ça vous permet de prendre beaucoup d'avance sur les autres. Non? Parce que pour un étudiant à l'époque, payer à l'année 1 000 €, c'est énorme. C'est beaucoup. Parce que c'est à peine que tu payes ton loyer. Bien sûr, c'est beaucoup. Donc c'est ça. Donc après tu as fait pendant toutes les études, tu faisais les petits jobs. Parce qu'on dit tout le temps qu'à l'université, il n'y a pas de congé, non? Comment tu faisais en période vous avez quand même les congés à l'université? On avait les congés, je crois que c'est chacun qui détermine un peu ses congés. Moi, je considérais les congés commencer quand j'ai fini de rédiger mes examens, quoi. Là, mes congés sont finis et je peux attaquer, je peux commencer à chercher le travail. Donc tu avais les examens, après tu avais les congés? Exactement. Parce que je crois que ça dépend des universités. Même à Aachen, c'était pareil? À Aachen, c'était pareil. On avait une commande, je crois, de juin à juillet environ, c'était la période des examens. C'était beaucoup de stress, beaucoup de manque de temps et tout ça. Mais après, juin, août, septembre, c'est vraiment tranquille. À moins que tu me décides de renvoyer certaines matières. Ça c'était quand tu renvoyais pour le rattrapage. Là, maintenant, mais sinon, là, c'est... Sur le plan académique, c'est censé être plus libre. C'est cool. Parce qu'en fait, je sais par exemple que l'université de Castres, non, ici, c'est
Eux, ils avaient en fait les congés, c'était déjà, on vous donne, vous avez ce qu'on appelle for les on-site, un temps où vous faites les cours, et après maintenant vous avez un temps où on fait pas les cours, où il y a les examens qui sont programmés. Ça veut dire que vous avez peut-être 2 mois où vous n'avez pas de cours, mais ils programmaient des examens de façon systématique. Ça veut dire que tu pourras avoir peut-être une semaine après j'ai un examen, donc c'est pas en bloc, comme tu indiques là, quoi. Non, c'était pas en bloc, c'était une période en fait, et chaque enseignant programme un peu comme il veut, mais il s'assurait toujours que ce soit un mois environ. C'était généralement le mois de juillet. Où tout s'est passé, non? Ouais, où la majorité se passait. Parfois c'était juin, fin juin, mais c'était rare. Parfois août aussi, début août, mais je veux dire début juillet, mais c'était rare. En grande partie c'était tout en juillet. Exactement. Non, c'était cool. Là, vous savez, c'est qu'après juillet, au moins tu as un peu. Exactement. À Castres, c'était pas. À Castres, chaque mois, pratiquement, tu pouvais avoir 2 compos, quoi. Ce qui faisait que tu pouvais pas avoir, à moins que peut-être tu as une composition que tu as déjà réussi, et puis dans le semestre là tu as moins de temps que tu pouvais aller faire les fairing jobs. C'est comme Daimler, tout le reste, quoi. Donc en passant même pour les fairing jobs, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'indiquais les top 10 d'après moi en Allemagne des fairing jobs qui engagent le plus d'étudiants. Donc si vous êtes intéressé, vous cliquez juste sur le lien qui va s'afficher en haut là et vous verrez, quoi. Bon, maintenant pour revenir sur ton cas, Eman, et maintenant quand tu finis le master à Rennes, et là maintenant tu commences à regarder le boulot. Bon. Maintenant, la question qui me vient à la tête, c'est que bon, quand tu finis le master, tu sais exactement dans quel domaine tu peux appliquer. Je savais exactement dans quel domaine je voulais travailler, sauf que c'était un domaine apparemment très compliqué à intégrer quand on vient de sortir de l'école en fait. Il fallait l'expérience professionnelle suffisante pour intégrer. Moi je savais exactement que je voulais travailler dans le domaine pharmaceutique pour 2 raisons. Première raison, c'est ce que j'avais appris. Deuxième raison, ça payait vraiment bien. En fait. Ça paye vraiment bien. Le domaine pharmaceutique paye vraiment bien. Voilà les 2 raisons pour lesquelles je me focalisais uniquement dans la branche pharmaceutique, quoi. Mon premier boulot d'ailleurs est dans la branche pharmaceutique, mais je suis entré par, comment on dit, par sous-traitance, exactement. Et ils m'ont vraiment, ils sont vraiment foutus de ma gueule. Ils m'ont vraiment appuyé et je ne savais pas en fait, je savais pas. Donc ils m'ont appuyé pendant pratiquement 8 mois. Et à la fin, je n'en pouvais plus. Je leur ai dit, bon, vous savez, je vais changer. Je me suis débrouillé pour qu'on me mette à la porte, en fait. Ça a clashé un jour entre ma supérieure et moi, et puis je lui ai dit ses vérités. Enfin, je sais pas. Bref, j'étais vraiment énervé. Bon, voilà, le lendemain, j'étais à la porte et ça m'a permis de recadrer un peu ce que tu voulais vraiment faire. Ouais. Mais c'est toujours comme ça, généralement quand on sort des études, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Moi, ce que peut-être on a fait des Werkstudenten ou des stages. Bon, pour ton cas, tu n'as pas, pas fait. Donc parfois c'est ça, parce que quand tu as fait peut-être des Werkstudenten et des stages, bon, même stage, même c'est ok, mais le Werkstudent, au moins, ça te permet déjà d'avoir au moins une idée. Parce que tu as l'entreprise déjà plus tôt, tu regardes un peu comment on a quelque quoi, tu sais plus ou moins déjà. Donc, c'est un peu mon cas, par exemple. Ça va déjà en fait les études. Bon, je vais faire cette électrotechnique, c'est grand, mais c'est beaucoup plus le côté ce que je veux faire. Donc, du coup, tu es beaucoup plus calé. Et c'est dans ces circonstances-là que tu peux peut-être avoir directement cette focus. Ou à défaut, si tu n'as pas eu la possibilité de faire les Werkstudent, c'est pas grave. Tu peux déjà faire un boulot. Tu fais peut-être 2 ans après l'autre, ou peut-être tu fais 1 an, c'est ok. Déjà, l'expérience professionnelle, les débuts, c'est important. Le second, c'est ok, quoi. Quand ils savent que tu as fait au moins 6 mois dans une entreprise, pour ça suffit déjà pour le prochain. Là, tu as les facilités dans le prochain. Donc, c'est un peu ça en gros. Bon, maintenant, sur la question, quand tu déjà sur quand tu commences ton boulot, c'est que je sais, c'est que la question que j'allais te poser, c'est que on a toujours dit, ou peut-être après mes petites recherches, on me dit toujours que tout ce qui est dans le côté médecine, n'importe comment, c'est toujours bien quand on finit, on obtient un doctorat et tout. Ça t'est passé par la tête? Ouais, ça m'est passé par la tête. Et en fait, je voulais vraiment faire un doctorat, mais je suis aîné de famille et j'avais besoin d'argent. J'avais vraiment besoin d'argent. Ouais. Et un doctorat signifiait encore pour moi au moins 4 ans sur les bancs sans argent. Tout se passe bien. Et j'avais tellement de pression. Et déjà, au fond, j'étais fatigué. Tu étais fatigué. Tu as d'abord étudié au Cameroun, c'est pas ça, c'est vrai. Et puis j'ai réussi, j'étudie encore, il faut. Parce qu'au Cameroun, 3 ans déjà, en Allemagne encore, tu regardes le système aussi allemand. Il faut que tu t'en sortes. Exactement. Par contre, l'idée de doctorat n'était pas encore sortie de ma tête. J'avais vraiment une volonté de faire un doctorat, quoi. Ce qui fait que
Après le diplôme, après le master en fait, j'ai commencé à postuler pour les deux. Je postulais à la fois pour le travail, pour une profession et à la fois pour un doctorat. Et je me suis dit, bon, ce qui vient en premier, je lance. Et c'est le boulot qui arrive en premier. Je me suis dit, là, le doctorat, je vais mettre un peu dans le tiroir. Merci déjà que tu aies répondu à ces premières questions. Donc, la question que je m'en vais te poser maintenant, ce serait la question de savoir, bon, maintenant que tu as, comme tu disais par rapport au doctorat, ça t'est passé par la tête, bon, pas pour les raisons financières, tu as décidé d'avoir de mettre de côté. Et je voulais rajouter un truc sur la question du doctorat, en fait, que quand on est doctorant, bon, ça dépend, si on le fait à l'université, dans un institut et tout, on a une possibilité aussi d'être payé, sauf que ce n'est pas grand chose, quoi, non, je me dis, je suis encore comme une sorte d'étudiant, c'est dans les 1000 quelque chose, ça dépend des instituts, si tu as une possibilité de faire en entreprise. Donc je voulais savoir si dans ton entreprise dans laquelle tu as commencé les études, est-ce que tu as demandé déjà une possibilité comme ça, peut-être parce que parfois certaines entreprises proposent de combiner entre votre travail que vous faites et un doctorat en parallèle. Oui, j'ai essayé, je crois que c'est l'une des premières questions que j'ai posées à l'époque, je crois, dans mes 2 premiers mois. Et mon supérieur, il m'a expliqué immédiatement que ce ne serait pas possible, et même si c'était possible, ça n'avait aucune chance d'être fait dans son département, dans le département où on avait besoin de moi, en fait, du coup. Et puis le deuxième obstacle, peut-être même le premier, c'est l'obstacle, comment on dit, spécialité. Ce n'est pas dans ma spécialité, en fait. L'entreprise ne fait pas dans ma spécialité. Ils auraient pu le faire, mais en fait, c'est une entreprise qui fait dans les analyses médicales. Mais le secteur où je suis, le département où je suis, c'est un département qui ne fait rien d'autre que du account managing. Donc eux ils s'occupent du portfolio de l'entreprise qui contient les clients qui sont à l'étranger. Donc c'est une sorte de département étranger, des affaires étrangères de l'entreprise. Donc en fait, on n'est pas en contact même avec le laboratoire. On appelle le laboratoire juste pour savoir telle analyse, est-ce que c'est fini parce que le patient a besoin de ça, il n'est pas satisfait et tout ça, est-ce qu'on gère ça comment? Donc c'est un peu ça. Ce qui fait qu'en termes de laboratoire, même ce que j'ai passé tout le temps à faire, je ne touche pas de laboratoire dans ma profession actuelle. Et ça m'a vraiment éloigné sur le plan spécialité de l'idée de faire le doctorat, en fait. Donc c'est le premier obstacle que j'ai eu, la première difficulté que j'ai eue. Donc c'est un peu ça, quoi. Ok, donc comme Eman l'a dit, bon, maintenant, mais quand tu faisais ta postulation pour l'entreprise, tu savais déjà qu'ils étaient dans le accounting? Non, je ne savais pas. Et c'est là où j'ai compris qu'en Allemagne, il y a beaucoup de jonglerie dans le domaine financier. En fait, je postule parce qu'ils disaient qu'ils cherchent comment on dit, wissenschaftlicher Mitarbeiter, un attaché scientifique, ils ont un truc comme ça, attaché scientifique dans le domaine des sciences de la vie. Donc en fait, c'est vrai qu'il faut quand même déjà quelqu'un qui a le background de là, parce que pour que tu puisses satisfaire le client, répondre aux questions du client, il faut que tu comprennes quand même déjà les bases d'une analyse médicale, ce que ça signifie et tout ça. Mais tu n'es pas médecin, tu n'es ni médecin, ni comment on dit, ni aide laboratoire, ni assistant laboratoire, tu n'es rien de tout ça, en fait. Donc il te faut beaucoup de recherche personnelle sur ce plan-là pour comprendre les tenants et les aboutissants des analyses et pouvoir répondre aux questions du client. Donc c'était assez compliqué. C'est assez compliqué, voilà. Donc peut-être pour emboîter sur ça, peut-être dire quelque chose là-dessus, c'est ce que je vous disais. Donc généralement, tout ce qu'on écrit dans les offres d'emploi, là, ce n'est pas toujours la vérité. Donc, généralement, si vous avez la chance, ça peut passer à 10%, 20%, 30%. Donc, ne restez pas, n'hésitez surtout pas à postuler parce que vous avez lu une phrase sur une offre d'emploi qui n'est pas trop vos critères. Non. Si vous voyez que dans l'ensemble, l'offre d'emploi parle en fait à peu près d'un truc que vous avez fait, il faut postuler. Donc, n'ayez pas peur de ça. Et c'est valable pour les Werkstudenten, c'est valable pour le Praktikum, tant que vous êtes en Allemagne, tout c'est valable. Ne cherchez pas exactement une offre taillée sur mesure sur vos compétences, vous n'aurez jamais, quoi. Et je profite pour rebondir là-dessus. Dans mon cas, par exemple, je me suis découvert une nouvelle passion pour autre chose, en fait. Je me suis rendu compte, enfin, si aujourd'hui tu me demandes de choisir entre
Le laboratoire et ce que je fais, je ne vais pas réfléchir. Je choisis ce que je fais parce que tu as un bureau, tu as 2 ordinateurs devant toi, tu travailles avec les chiffres, tu sais comment le business fonctionne, tu sais comment l'entreprise fonctionne parce que ma position elle n'est naturellement pas une position de direction, je veux dire une position de leader, mais c'est une position qui me permet aujourd'hui de comprendre comment une entreprise fonctionne en fait. Parce que quand tu fais dans le... parce que mes tâches quotidiennes inclut un peu de service client. Service client, ok. Quand un client vient se plaindre, l'avantage c'est que quand le client se plaint, il y a différents types de plaintes. Et les différents types de plaintes te poussent à contacter différents départements d'entreprise pour savoir à quel niveau est-ce que le problème du client pourrait être résolu. Et ça te permet à la fin d'avoir une idée globale de qui fait quoi dans l'entreprise, comment est-ce que l'entreprise est agencée, comment est-ce que l'entreprise est construite en fait. Donc c'est grâce à ce savoir-là aujourd'hui que j'ai même décidé de foncer au Cameroun et créer une entreprise parce que je sais aujourd'hui comment une entreprise fonctionne. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais eu la chance si j'étais resté coincé dans un laboratoire. Pourtant, j'étais sûr que c'est le laboratoire que je vais faire en fait. Voilà. Donc il faut rester toujours avec l'esprit ouvert. Donc ça c'est un bon point que tu as mentionné. Donc merci aussi pour cela. Donc vous voyez aussi qu'il y a le côté positif à cela. Donc, il ne fait pas ce qu'il a voulu faire, mais ça l'apporte un plus dans son côté privé également. Donc je vais venir maintenant sur la dernière rubrique en ce qui concerne ton côté actif, parce que tu étais beaucoup actif. Bon, on a eu à causer en off, hors de la vidéo, notre côté actif dans les grands groupements camerounais, FAOKI et tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, comment tu manageais d'abord, d'un premier temps avec tes études, comment tu faisais dans tes temps quand tu étais étudiant, avec ça à côté, et maintenant tu es plus ou moins en temps plein, après maintenant que tu travailles, comment tu manages ça quoi? Donc en fait, l'association en question, ça s'appelle VKI, si je dois prononcer en français, mais en français, complète, ça veut dire Association des ingénieurs informaticiens camerounais d'Allemagne. Donc c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans le domaine social en Allemagne. Depuis je crois, c'était peut-être mon 2e semestre, quand le président m'a... j'ai eu écrit un mail pour demander à l'association quelles sont les conditions, parce que ça m'intéresse, votre vision des choses m'intéresse, j'aimerais bien participer, comment je fais. Donc c'était à peu près mon 2e semestre en Allemagne. Et donc j'ai rencontré le président, il m'a expliqué, il m'a parlé de l'association et ça m'a plu. Du coup, à l'époque, comme je disais, il y avait très peu de Camerounais dans le Nord-Westphal. J'étais l'un des seuls, peut-être le seul même à avoir eu l'intérêt pour l'association à l'époque. Okay. C'est comme ça que je prends de façon officieuse aussi la direction, donc le poste de directeur de l'association pour le Nord-Westphal, pour l'État, justement pour l'État où j'étais. Et ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses sur le plan associatif, comment ça fonctionne aussi avec les étudiants, comment il faut manager, comment il faut gérer, comment il faut être leader, quoi. Et autant de choses. Donc surtout mon bachelor, tout le cursus à Bielefeld, c'est vrai que dans une moindre mesure, j'étais assez actif, mais j'étais assez passif aussi, je vais dire. J'étais actif pour la moyenne des Camerounais, mais j'étais très passif comparé à ce que je fais aujourd'hui ou ce que j'ai eu à faire après, quoi. Parce que à Bielefeld, j'étais dans l'association des Camerounais de Bielefeld, des Africains de Bielefeld. J'étais à la ASTA, j'étais membre de la ASTA. J'avais mes propres études, j'avais le boulot. J'étais à ESG, je crois que c'est l'évangélique, je te dirais, disons la communauté évangélique des étudiants de Bielefeld. Et ça me prenait un temps fou. Ce qui fait que, moi, quand je suis arrivé à Aachen, l'une des premières décisions que j'ai prises, c'est que je coupe d'abord tout ça. Je me concentre uniquement sur la VKI et mes études. Donc, c'est comme ça que j'ai eu plus de temps à m'engager pour la VKI à l'époque à Aachen, quoi. Donc, sinon, c'est un engagement qui date depuis mes premières années en Allemagne. Ok. Et maintenant que tu travailles, tu es beaucoup plus actif par rapport à avant. C'est facile pour toi de manager. Je pense que tu es directeur régional maintenant. Oui, je suis directeur. Toujours de NAV. Justement, je reste directeur régional de NAV. Bien que tu n'aies plus NAV.
Mais je ne suis pas dans le NRV, mais j'ai conservé une adresse, une adresse secondaire dans le NRV. Ok, ça va. Du coup, ça me permet légalement de rester président de l'association. En fait. Donc, c'est un peu ça. Pour revenir à ta question, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Et je ne m'attendais pas à ça. C'est un peu plus compliqué. Je me disais qu'en tant qu'étudiant, on a peu de temps et du coup, je n'ai pas le temps de faire certaines choses comme pour l'association. Et que plus tard, quand je travaillerai, je pourrais manager mon temps un peu comme je veux, mais c'est carrément l'inverse aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. Et en plus de ça, je cumule aussi le poste de chargé de communication de l'association, donc ça me prend un temps fou pour gérer. Et c'est pas facile. C'est pas facile à communier en fait. Ouais. Ok, est-ce que c'est le... Tu parlais de ESG pour les trucs évangéliques là. J'avais appris qu'il y a beaucoup d'argent dans le truc là. Oui. Oui et non. Oui, parce que oui, il y a de l'argent. Ils reçoivent des fonds de l'église chaque année pour subvenir aux besoins de ceux des étudiants qui n'arrivent pas à joindre les deux. Et généralement, c'est des étrangers. Et plus précisément les Camerounais. Parce que je me suis rendu compte, moi, je ne peux parler que du cas de Bielefeld. À Bielefeld, on avait une forte communauté africaine, camerounaise, et même d'étrangers, mais très peu d'étrangers non africains se pointaient à l'ESG pour demander de l'argent. C'était à 90% des Camerounais qui venaient se plaindre, oh voilà, je n'ai pas l'argent pour faire ceci. Mais c'était pas un problème en soi parce que la ESG en fait a des fonds qui sont déjà prévus pour ça. Ouais. Donc en fait, c'est pas un problème si tu viens et que tu dis voilà, tu as besoin d'argent. Ils sont là pour ça. Ils s'attendent à ce que tu viennes demander de l'argent. Donc, mais tu te souviens, j'avais dit oui et non. Non, parce que la ESG s'était rendu compte que beaucoup de Camerounais pleurent le guémé, donc ils pleurent la pauvreté, ils n'ont pas d'argent, ils viennent, ils tapent les mains. Mais dès que l'argent est défalqué, le lendemain, les gars débarquent avec les iPhones et les gros Samsung et les Mac. Bref, ils ne montraient pas en fait qu'ils avaient vraiment besoin d'argent. Donc en fait, la ESG s'est dit, en fait, ils ont besoin de cet argent, ils arnaquent. Et en fait, c'est de l'argent superflu dont ils ont besoin pour se taper un style de vie qu'ils ne dépeignent pas dans leur dossier en fait. Donc ça a bloqué beaucoup de fonds. Et ce qui fait que ceux des étudiants qui arrivaient plus tard avaient un gros problème. Qui réellement avaient des soucis. Qui réellement avaient ces soucis-là. Et ils avaient beaucoup de difficultés à recevoir de l'argent parce que l'image des Camerounais était déjà un peu ternie en fait dans la ville. Et en plus de ça, beaucoup de Camerounais qui recevaient cet argent-là ne s'impliquaient pas aux activités de la ESG. Ce qui fait que, pourtant l'une des premières conditions pour que la ESG te prenne en charge, c'est que tu sois actif. Il faut que tu sois assez actif dans le domaine social. Il faut que tu participes à leurs séminaires, que tu participes à leurs réunions, que tu sois quand même dans le domaine social, dans une association, que tu fasses des choses et tout ça. Là, c'est des choses qui montrent que sur le plan actif communautaire, tu as envie de bouger les choses. Et c'est justement ce genre de personnes qu'on finance, qu'on aide financièrement. C'est pour eux que l'argent est prévu. Or, les Camerounais, quand il sait par exemple que le mois prochain il aura besoin d'argent, tu vois, il va être super actif le mois d'avant, il sera toujours là, dès qu'il touche l'argent, il disparaît. Et ils se sont rendus compte de ça et voilà. Il a commencé à bloquer. Ouais. Maintenant, pour toi qui étais très actif, tu avais un salaire? J'avais pas de salaire et ou de facilitation. Je n'ai pas demandé d'argent. Non, pas de facilitation quand même, tu avais des petits avantages. Non. Pas du tout. Pas facilitation, je ne suis pas en financier. Bon, d'accord. Je n'ai jamais fait une demande de moi dit que j'ai besoin d'argent. Parce que, comme je t'ai dit, j'étais déjà à la ASTA, j'étais assez actif, j'étais dans un réseau, j'avais la ASTA payait, je crois, 250 € par mois. Ah bon, ASTA de PFP 250 € par mois. Et j'avais mon petit job à côté, ça me permettait d'avoir mon petit... J'aurais pu, si je voulais, aller à la ESG parce que j'étais actif. J'étais très actif. J'avais toutes les preuves de mes activités sociales, mais je ne suis jamais allé parce que j'ai pas forcément besoin de ça. Et ce qui fait que la femme qui dirigeait la ESG à l'époque, elle était venue après 2 ans d'activité. Elle m'a rencontré, elle m'a dit, bon, toi, je ne te comprends pas. Tous les Camerounais sont déjà venus demander de l'argent.
je t'ai jamais vu dans le bureau, qu'est-ce qui se passe? Tu es aussi autosuffisant que ça, tu n'as pas besoin d'argent. Ouais, il dit, gars, moi j'ai besoin d'argent, si tu as de l'argent, tu me donnes, moi je ne vais pas refuser. Donc elle m'a donné un peu, je crois, elle m'a donné 200 € et c'était une fois, et elle m'a donné un autre 200 € à l'époque quand je quittais Bielefeld pour aller à Aachen, quoi. Donc au total, j'ai fait 400 € sur 4 ans. C'est pas mal. 400 € sur 4 ans. Pourtant, elle m'avait dit que, chaque année, que le système financier de la ESG prévoyait pour chaque étudiant un truc comme 600 € par mois. Par semestre. Par semestre, donc la ESG est potentiellement capable d'aider les étudiants à hauteur de 600 € par semestre. Mais il y a des conditions, comme j'ai dit. Par contre, il ne faut pas forcément toujours voir les choses sur le plan argent, financier, matériel. La ESG a beaucoup fait pour moi dans le cadre même de comment on dit, enfin, quand je suis arrivé à Aachen, parce que quand je quitte Bielefeld, et elle me connaissait, elle savait que je suis quelqu'un d'actif, je suis allé la voir, elle m'a dit, bon, je suis en train de perdre quelqu'un, tu vas là, je ne suis pas très content, blablabla, parce que je paye quelqu'un de très actif, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi, je lui ai dit, bon, j'aimerais bien demander une bourse pour mon master, donc si tu peux me faire une lettre de recommandation, ça me plairait beaucoup. Elle m'a rédigé une longue lettre de recommandation de 2 pages avec une grosse signature, et elle a fait avec beaucoup de volonté, en fait, quoi. Donc, ce qui fait que quand j'arrive à Aachen, j'ai cette lettre de recommandation, je fonce tout droit à ESG de Aachen, et je leur montre ma lettre de recommandation, et j'ai été immédiatement accepté là-bas. J'avais pas besoin de faire beaucoup de choses, et aussi, comme je m'étais focalisé sur les activités de la VKI, ça m'a permis aussi de jumeler les activités de la ESG, de la VKI, d'organiser même des séminaires en coopération avec eux, et ça boostait un peu mon profil, quoi. En plus de ma lettre de recommandation, c'est comme ça que je tombe sur... on m'a défalqué une bourse pour mon master. Okay. Donc tout le master, pas tout le master, enfin sur 6 mois. Sur 6 mois, sur 6 mois, quand je faisais mon master avec mon mémoire, quand je faisais mon mémoire sur 6 mois, je touchais une bourse de la ESG, quoi. Et ça va depuis Bielefeld. Depuis le travail depuis les années. Et c'était combien la bourse? 300 € par mois. C'est énorme. C'est énorme parce que, c'est cool. justement, parce que tu ne fais que tes travaux de laboratoire chaque jour. Tu n'as pas le temps d'aller travailler. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, si je ne me focalisais que sur ce que Bielefeld va me donner, j'aurais peut-être pas forcément eu cette bourse-là. Et même cette bourse-là, je n'étais pas au courant de l'existence de cette bourse. C'est quand j'arrive un jour dans le bureau de la femme, après peut-être 1 an et demi à Aachen, elle me dit, bon, tiens, vraiment, toi, tu es super actif. Est-ce que tu sais même qu'il y a une bourse qui existe pour ceux qui rédigent, qui sont en phase de rédaction du mémoire? Moi, je dis que je n'étais pas au courant. Elle m'a dit, oui, vraiment, tu corresponds, ton profil est parfait, il faut que tu postules. En fait, c'est elle qui postule pour moi. Donc, je ne savais pas, et c'est grâce à cet engagement-là que les informations m'ont été dévoilées comme ça. Non, c'est super, bravo et encore pour cela. Et non, ça c'est un exemple, quoi. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire comme Herman, c'est toujours possible ce qu'aujourd'hui avec la ESG. D'ailleurs, je vais voir comment faire une vidéo sur la ESG pour vous donner encore plus de détails. Il y a des bons côtés, vraiment il faut aller avec un bon cœur, il ne faut pas aller en esprit d'arnaque et tout, parce que les Camerounais, parfois ça se la raconte. Et par rapport à ESG, justement, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer pas à pas comment faire pour y participer, tout ça. Ça a aidé beaucoup de Camerounais, de mes proches que je connais, beaucoup. Cas de deuil, tout de suite, les salles et tout ça. Donc, ils aident beaucoup, quoi, ce genre de ESG. Donc, c'est à conseiller. Mais, comme on dit parfois en allemand, mit Vorsicht zu genießen. Donc, il faut faire attention aussi, il ne faut pas trop la jeter comme ça, parce que parfois il y a aussi des répercussions qui peuvent aussi aller à l'encontre de votre progrès en Allemagne, donc il faut faire attention. Mais je vais venir là-dessus. Bon, c'est ici qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si tu as quelques mots à dire en passant, avant qu'on termine, sur la question de VKI. Je vais laisser le lien du site. Donc du site de la VKI, donc qui s'occupe des trucs. Donc Herman est chargé. Si vous avez des questions à l'encontre de Herman, vous pourriez laisser un commentaire. Donc Herman pourra lui directement répondre sur la vidéo. Au moins je pourrais le contacter et reprendre reprendre ce qu'il a dit, quoi, sur sa file, ainsi de suite. Je ne sais pas, Herman, si tu as encore une question avant qu'on termine, ou peut-être un point que tu aimerais rajouter avant qu'on termine la vidéo. Mes derniers mots seraient peut-être consacrés à la VKI en question, parce que c'est l'association
j'ai eu l'occasion d'intégrer beaucoup d'associations de Camerounais en Allemagne, mais je ne l'ai pas fait parce que ça ne correspondait pas forcément à ma vision des choses, à ma vision associative de ce que devrait être une association de Camerounais au Cameroun, quoi, en Allemagne, je veux dire. Donc la seule qui a vraiment attiré mon attention sur la VKI, comme je l'ai dit, beaucoup d'étudiants n'intègrent pas l'association parce qu'ils se disent que c'est les ingénieurs et les informaticiens, ce qui n'est pas c'est ce qui est souhaitable, mais c'est pas forcément ça la vérité, parce qu'on a besoin de personnes. On s'est rendu compte qu'à la fin on était un pool du cerveau camerounais et qu'on devrait accueillir tout le monde. Donc, que ce soit, que tu sois ingénieur, informaticien ou pas, que tu sois étudiant ou travailleur déjà, tout le monde est la bienvenue, parce qu'on a besoin de tous ces cerveaux, de jumeler les cerveaux, enfin pas jumeler, de mettre tous les cerveaux en commun pour pouvoir faire des choses, penser à un futur pour le Cameroun, quoi. Donc, comme je disais, l'association se focalise sur le transfert de know-how, ou bien de compétences, ou bien de transfert technologique de l'Allemagne vers le Cameroun, ou bien vers l'Afrique. Ok, ce que je l'ai posé en fait. Donc, même les membres qui ne sont pas camerounais sont acceptés là. Exactement. Ouais, ils sont acceptés, mais pour l'instant, je ne me souviens pas qu'on ait un membre qui ne soit pas camerounais. On est généralement tous camerounais, mais on a par exemple fait un projet, on a monté un projet de e-learning, je crois que ça remonte à environ 3 ans ou 2 ans, avec des Éthiopiens. Donc c'était l'association d'académiciens éthiopiens d'Allemagne qui nous a contactés. Ils voulaient qu'on fasse quelque chose au nom de l'Afrique, en fait, pour le Cameroun et pour l'Éthiopie. Donc, on a monté un projet de e-learning et on a envoyé des experts en Éthiopie et en Cameroun, des experts éthiopiens au Cameroun et des experts camerounais en Éthiopie pour donner des cours pendant, je crois, 2-3 semaines. Et c'était un peu ça le but du projet, quoi. Donc le plan de la VKI, c'est que le savoir qu'on a accumulé, parce que c'est un savoir énorme, surtout les Camerounais sont dans toutes les branches industrielles, technologiques, stratégiques de l'Allemagne, quoi. Et l'Allemagne, c'est le plus grand pays d'Europe en termes de technologie. Donc, si on pouvait cumuler ce savoir-là et essayer de le matérialiser sur place au Cameroun, je crois que le Cameroun serait un pays vraiment super développé. Donc, on se bat aujourd'hui pour cette cause-là, la cause de transfert de connaissances vers le Cameroun, quoi. On a par exemple, je vais commencer, je crois la bonne charité commence par soi-même, je commençais par mon cas. Pendant mes études de master, j'ai beaucoup, comme je t'ai dit, c'est une filière biotechnologie, c'est une filière très, très, très vaste. Je me suis un peu frotté aux bioénergies, parce que je me suis dit, c'est vrai que j'ai envie de faire pharmacie, mais si tu veux monter un projet pharmaceutique au Cameroun, ça te demande énormément d'argent. Je n'ai pas cet argent-là. Pourtant, si tu veux faire dans les bioénergies, par exemple, tu n'as pas besoin de capital, tu as besoin d'un peu d'argent pour monter un peu de petits prototypes, et puis c'est bon, quoi. Et c'est dans cette idée-là que j'ai monté un projet de biogaz. Et le projet consistait à construire une petite centrale de biogaz pour une école maternelle dans le nord du Cameroun. Et le projet s'est étendu sur, je crois, 1 mois et demi. C'est vraiment... Et il s'agissait de transformer les latrines de cette école maternelle-là en centrale de biogaz. Ça veut dire que chaque fois que les enfants défèquent dans les toilettes, cette substance-là, ou bien, disons, ces fesses-là sont récupérées, mais au lieu d'être coincés dans la fosse septique, ils sont plutôt transformés en substrat. Et ce substrat-là produit du biogaz qui est utilisé maintenant pour faire la cuisson des aliments pour ces mêmes enfants-là. Donc l'école maternelle avait une cantine et la cantine fonctionnait avec le biogaz qui fonctionnait avec le substrat fesses des enfants. Tout ce que les enfants déféquaient était récupéré et transformé en substrat. Donc c'est une chaîne écologique qui permettait non seulement à l'environnement de se trouver mieux, mais aussi à l'école maternelle tout entière de fonctionner à moindre coût, parce que du coup, ils étaient libérés de la contrainte d'acheter par exemple des bouteilles à gaz.
Le projet est toujours en fonctionnement. Ok. Par exemple, il y a d'autres projets, des projets sur le plan informatique, technologique, mais je crois que s'il fallait détailler tout ça ici, ce serait... la vidéo serait très longue. Deux heures de vidéo. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien, comme il a dit là, pour prendre connaissance de nos projets. Et si vous avez toujours des questions, vous pouvez poser quoi. À l'occasion, je ferai une autre vidéo pour aller peut-être plus fond sur ce que la Faoukaï a déjà fait, peut-être comment le projet se porte, peut-être avec photo à l'appui. Donc ne vous inquiétez pas, restez connectés à la chaîne. On viendra là-dessus plus en détail dans les futures vidéos. Donc à toi, je te dis merci Eman de ton temps. La vidéo est longue certes, mais je pense qu'elle a beaucoup de contenu et je pense que c'est là pour vous inspirer et ça vaut le coup de la visionner. Donc c'est ici que la vidéo s'achève et je vous dis merci d'avoir regardé et surtout abonnez-vous à la chaîne et à la plus. Bye bye.